J'appelle nos invités à se joindre ici à la tribune. Axel Lemaire, bienvenue cher Axel, voilà, prends place ici. Éric Lemaire, directeur de la communication de la marque, président d'AXA, voilà, prévention. Merci Éric. De Lemaire à côté, c'est exceptionnel, c'est inédit. Et je vais appeler Nicolas Hazard, le président et fondateur d'Inco, de se mettre ici, à la gauche d'Axel. Nous avons en effet aussi un duplex, puisqu'il nous paraissait important avec vous, quand on parle de territoire, d'avoir un grand élu d'un territoire. Et c'est le président de la région Hauts-de-France qui va être avec nous, Xavier Bertrand, qui doit être en duplex depuis son territoire, depuis la région Hauts-de-France. Êtes-vous avec nous, cher président? Moi, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Vous saviez, cher Xavier Bertrand, il y avait les hologrammes qui ont beaucoup marché en 2017. Donc je ne sais pas si les hologrammes marcheront en 2022. Nous, on est très heureux en tous les cas, en 2020, de vous avoir avec nous ici, en direct de Station F. Moi, en tout cas, vous m'aurez plus en chair qu'en os. Je suis désolé. Merci. Alors, on a souhaité, durant toute cette journée, parler des 5T, ce qui va transformer à la fois notre société, le capitalisme. On a parlé en début d'après-midi des talents. On va parler maintenant avec vous de la question des territoires et de la relance économique qui est clé. Peut-être première question, Xavier Bertrand, j'allais dire presque, j'aurais envie de vous citer de ce tweet que j'ai lu, que vous avez fait, je crois, ce matin ou hier soir, où finalement, moi, ce que je comprends, c'est que on parle souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici qui sont ici à Station F, de jeunes étudiants. On parle souvent de faire évoluer les organisations dans nos entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle et l'organisation de la France, de l'État, l'État-nation tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est totalement à revoir? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est un modèle peut-être jacobin qui est à bout de souffle? Et est-ce qu'aujourd'hui, la solution est dans les territoires? Oui, mais attention, c'est que si vous n'avez pas d'État, la France serait un conglomérat de territoires. Et donc, il faut savoir quelle est la colonne vertébrale, ce qui tient. Il y a à la fois les fonctions régaliennes de l'État, il y a les fonctions aussi stratégiques de l'État. Alors, les fonctions régaliennes, bien évidemment, on entend sécurité, justice, défense, affaires étrangères, respect de la laïcité. Il y a aussi l'État qui doit indiquer très clairement quelles sont les lignes directrices, la stratégie en matière d'éducation et de santé. Et pour le reste, et si on revoyait tout? Et si on revoyait ce contrat entre notamment l'État et celles et ceux qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, les entreprises, les entrepreneurs? Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. La question, c'est comment on crée l'écosystème favorable à cette création d'emplois, cette création de valeur, cette création de richesse. Il y a un autre contrat qui est à revoir, celui entre l'État et les collectivités, entre les territoires. Qui gère au mieux? Il y a ensuite le contrat entre l'État et les individus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de confiance entre les uns et les autres. Et il y a aussi un peu cette forme de contrat, cette relation entre l'État et l'Europe. C'est à partir de là, à mon avis, qu'on doit réfléchir et pas se contenter de faire du bricolage ou des demi-mesures ou des demi-réformes. Donc, dans ce que vous m'indiquiez aujourd'hui, je pense qu'il y a un maître mot. Et là, les entreprises fonctionnent comme ça. Alors, l'État, la puissance publique, la politique, ce n'est pas une entreprise comme les autres. Ou alors, il faut accepter que tout le monde est client. Ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien. Ceux qui sont dans les métropoles et ceux qui sont dans les territoires ruraux. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut avant tout qu'on ait maintenant la culture du résultat. Du résultat. Et ça, c'est une formidable conversion pour le monde politique. La question de l'efficacité, c'est évident pour les entreprises. Excusez-moi de revenir à ce que j'ai été dans les années précédentes, entrepreneur. Mais la question du résultat, la question de l'efficacité, c'est le maître mot si on veut revoir les organisations. Alors Xavier Bertrand, justement, on va parler d'efficacité puisque vous êtes un président, comme beaucoup de présidents de région actuellement, face à la crise, face aux nombreuses crises. Cette question de la relance économique, le Premier ministre a annoncé un plan de relance, France Relance, le 3 septembre. Pourquoi finalement les territoires et les régions sont revenus au cœur du jeu? Et selon vous, quelles sont les conditions de succès pour que ici, les entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent, voient à ce que finalement les régions et les territoires sont la solution et puissent entrevoir en tous les cas de perspectives plus heureuses, même si on sait que les semaines et les mois à venir, vous-même vous êtes confronté à l'annonce d'un certain nombre de plans sociaux dans votre région, comme dans d'autres régions,
Comment, en tous les cas, les régions peuvent être la solution de cette relance économique française? Tout d'abord parce que la loi NOTRe, pour une fois, une loi a vraiment clarifié les choses. Le chef de file de la politique économique, ce sont les conseils régionaux, ce sont les régions. Donc nous avons cette compétence. Et il s'avère qu'au cœur de la crise, on a aussi pu montrer que nous étions les plus à proximité, je dis souvent à portée de baffe, mais pas seulement, à portée des problèmes, à portée des projets, des entreprises. Sauf que, encore une fois, si la région bosse seule dans son coin, ça ne peut pas marcher. Et là, encore une fois, on a créé un écosystème dans la région entre le monde économique, les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, et on a trouvé des solutions ensemble. J'ai mis en place un plan de relance, de soutien et de relance. Parce qu'avant la relance, il y a aussi la question du soutien et de la sauvegarde de l'activité économique. Ne brûlons pas les étapes, en tout cas, ne manquons pas cette étape cruciale qui est celle du soutien de nombreuses activités, d'1,3 milliard d'euros, mais en faisant très attention à une chose, plus on avance des chiffres, plus les entrepreneurs qui ont des projets ou des problèmes veulent savoir si c'est argent pour eux, ou si c'est du virtuel, ou si c'est de la com. Et moi, mon enjeu, c'est de faire en sorte que nous mettions en place les process nécessaires pour que cet argent arrive dans l'économie, parce que s'il arrive vite et bien dans l'économie, j'aurai moins de destruction d'emplois, et en tout cas, j'aurai plus d'activités sauvegardées ou recréées. On a mis en place donc un numéro unique dans la région, et derrière ce numéro unique, derrière ce guichet unique, c'est nous qui faisons notre affaire des process pour que les entrepreneurs aient la réponse. Et pour la région, un principe très simple, en un mois, un dossier déposé, c'est oui, non et combien. C'est oui ou non et combien. C'est-à-dire avec une réponse très précise. Alors je sais que, bien évidemment, Éric Lemaire, que je connais bien, me dirait que dans l'entreprise, est comme ça depuis longtemps. Écoutez, si les politiques et si la politique fait aussi sa conversion en regardant parfois l'efficacité du monde de l'entreprise, je ne suis pas sûr que ce soit interdit. Xavier Bertrand, ici, quand on est à Station F, on va en parler, que ce soit avec Éric Lemaire, Axel Lemaire et Nicolas Hazard. On a souvent dit aux entrepreneurs, voyez grand, voyez mondial, voyez global. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce discours-là est terminé, ou est-ce qu'il faut donner un peu plus de place à la fois entre la question de dire oui, il faut être ambitieux et voir global, mais avec peut-être une dimension locale qui prend en tout cas plus de poids dans le contexte que nous vivons aujourd'hui? Mais vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Il y a les deux dimensions. On ne va pas non plus demain et après-demain devenir, ce qu'on n'a jamais vraiment été, le village d'irréductibles gaulois. Il est évident que ce que l'on veut développer, c'est du circuit local, des circuits courts. On veut développer l'emploi régional. Et là, on voudrait avoir davantage de liberté, notamment avec les codes des marchés publics. Mais pour le reste, moi, j'ai envie d'exporter. Je suis une grande région exportatrice. La région des Hauts-de-France, ça fait 3 ans avant le Covid que nous étions la première région de France pour les investissements industriels internationaux. J'ai besoin de m'ouvrir. Nous venons de décrocher l'implantation de la grande usine, la Gigafactory de PSA pour ses batteries électriques. Ce n'est pas seulement pour produire des batteries électriques pour les voitures qui seront vendues dans les Hauts-de-France. Ce sera dans toute la France et à l'international. Donc la pire des choses, ça serait justement de vouloir se refermer. La seule chose, c'est qu'on peut peut-être en terminer avec la naïveté qui est bien souvent la nôtre dans les grands échanges internationaux. C'est juste cela. Xavier Bertrand, en tous les cas, sur la relance économique, les collectivités locales peuvent être vraiment actrices parce que vous êtes quand même des acteurs très importants sur la commande publique. Hein. C'est un sujet qui revient notamment avec le poids aujourd'hui des régions, mais aussi le poids des autres collectivités locales comme les métropoles. On va parler aussi peut-être de la coopération entre les collectivités locales, une région comme la vôtre et par exemple des entreprises. Prenons l'exemple, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Éric Lemaire avec AXA, mais aujourd'hui, quelle est votre vision? C'est vrai que quelquefois, le monde, on va dire, des collectivités locales, le monde de l'entreprise, c'est des fois des mondes qui ont du mal à se parler, peut-être mieux en région de France, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités, à la fois pour les petites, comme pour les PME, comme pour les TPE. Quelle est votre vision justement du partenariat public-privé? Et ensuite, on va pouvoir justement parler concrètement de ce que vous avez fait AXA, qui est quand même assez innovant en matière de santé. Bon, moi je pense que de toute façon, disons les choses clairement, l'argent public ne coulera plus jamais à flot. Plus jamais. Et donc on doit essayer de trouver des solutions nouvelles. Je crois résolument, peut-être parce que je viens aussi du privé, au partenariat public-privé. Il y a une vocation d'intérêt général, s'occuper de chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour essayer d'amplifier l'efficacité, il faut aussi se tourner vers le privé. Moi je suis très fier du partenariat que nous avons avec AXA dans le domaine de la santé par exemple.
Nous avons aussi pour des fonds d'investissement, tout un travail avec les banques et aussi avec des investisseurs privés. On est en train de mettre en place un nouveau fonds de financement avec notamment le monde de l'entreprise, entreprise et cité en région. Vous voyez, ça démultiplie notre action. Sur la troisième révolution industrielle, qui est un concept très novateur qui avait été porté par Jérémy Rifkin, dans la région, j'ai décidé de mettre en place les fonds existants maintenant de 100 millions d'euros de la part de la région, sauf qu'avec 100 millions d'euros, j'ai un formidable effet de levier et on est en train de lever 650 millions d'euros au total. Donc vous voyez, si le public veut bosser tout seul, il sera bien moins efficace que s'il recherche maintenant des financements publics-privés. Encore une fois, excusez-moi ce leitmotiv, cette obsession qui est celle de l'efficacité. L'efficacité, on va en parler justement avec Éric Lemaire. Éric Lemaire, c'est vrai que quand on parle d'AXA, on a l'image d'un grand groupe, ce qu'on disait tout à l'heure, les groupes globaux. Alors c'est une très belle réussite, hein. Les Français sont fiers d'avoir des champions dans le monde de l'assurance, ce qui est l'histoire d'AXA, qui a démarré d'une petite histoire d'une mutuelle, je crois, en Normandie. Mais puisqu'on parle de territoire dans cette séquence, est-ce qu'aujourd'hui des grands groupes comme vous revoient leur logiciel, c'est-à-dire qu'à la fois il faut être en capacité d'apporter des réponses globales, à la fois d'être au plus près de vos clients, et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire que le partenariat que vous avez développé par exemple avec la région Hauts-de-France, qui est très concrète sur un projet de télémédecine, est-ce que vous êtes amené de plus en plus, vous, à faire du local, du sur-mesure dans les territoires? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis désolé pour Xavier Bertrand parce que je suis juste devant lui sur l'écran là. Donc je le cache un petit peu, mais ma carrure le cache. Mais désolé hein, Xavier pour ça. Oui, on s'est rencontrés il y a quelques années parce que Xavier Bertrand avait eu une idée formidable dans sa commune à Saint-Quentin, c'est de faire une semaine de la prévention. Je suis président d'AXA Prévention, ça m'avait dit quelque chose. Les Français adorent la prévention, ils ont bien raison parce que c'est une manière d'éviter le risque. Et ensuite, on s'est parlé et on s'est dit pourquoi pas tester quelque chose de nouveau. Alors, c'est vrai qu'on le fait rarement, mais on l'a tenté sur la téléconsultation dans un désert médical. Il y en a de plus en plus en France, malheureusement. Et je m'adresse au ministre de la Santé, il connaît parfaitement le sujet, l'ancien ministre de la Santé. Mais on s'est dit, pourquoi pas, dans un endroit où effectivement les gens ont du mal à avoir un rendez-vous médical, être en mesure de faire ce partenariat. Alors nous, on apporte la téléconsultation, les médecins de la plateforme d'AXA. Et puis Xavier, il a payé la boutique, l'infirmière, enfin toute la structure qu'il faut pour accueillir les patients. Et on teste, mais on ne teste pas que ça. Ça, c'est une chose importante, la santé pour les Français. Ce qui est important aussi dans sa région, c'est l'emploi, la formation. Donc grâce à la région Hauts-de-France, on a pu aussi créer des liens avec des écoles informatiques et recruter, parce qu'on a une grosse plateforme d'informaticiens à Ouescal, donc de recruter des informaticiens. Et on l'a fait aussi sur la santé, dans un parcours santé à Béthune. Voilà, on a testé plusieurs choses ensemble pour essayer de voir comment ça fonctionnait. Et puis on verra ensuite, et sans même parler de modèle économique, parce que ce n'est pas le sujet. C'est l'engagement d'une entreprise dans une région. Ça allait être ma question, parce que Xavier Bertrand a beaucoup parlé d'efficacité. Moi, je vais vous parler de rendement. Est-ce que quand on s'inscrit dans un projet comme celui-ci, hein, du partenariat public-privé, il faut ne pas être dans une stratégie du court terme, du rendement très court, et pouvoir s'engager sur un projet moyen-long terme? Est-ce que ça aussi, c'est un changement? Peut-être vous, Éric Lemaire, quand vous allez voir la direction générale, en leur disant, dans les territoires, il faut accepter peut-être d'investir sur le temps long avec ce type de projet. C'est ça en fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'a dit Xavier Bertrand il y a un instant. Lui, il est sur l'efficacité, le résultat. Nous, on était avant sur l'efficacité et le résultat, et maintenant on est sur comment est-ce qu'on peut tester des choses nouvelles et sans parler de retour sur investissement. Claude Bébéard, que d'aucuns connaissent ici, disait « perdre de l'argent n'est pas un métier ». Il avait raison, mais on a le droit aussi de tester des choses et d'être capable de se dire est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que demain on sera capable, nous, grandes entreprises, très attachées à la RSE, de s'engager dans les régions et dans les territoires, plus qu'on le fait aujourd'hui, parce qu'on y est déjà très fortement impliqué. S'engager dans les territoires. Juste avant, on a bien vu aujourd'hui quelles sont les motivations des jeunes quand ils veulent aujourd'hui accéder à un emploi. Ils sont de plus en plus sélectifs. Comment vous motivez vos salariés qui sont à la fois certainement fiers dans une grande entreprise comme AXA et à la fois finalement qui sont aussi des concitoyens dans leur région, dans leur ville? Quelle est l'approche justement que vous essayez
de développer pour leur montrer que finalement, ils ont un impact. On va beaucoup parler tout à l'heure avec Nicolas Hazard d'impact environnemental ou social, mais quel est l'impact que vous devez communiquer auprès de vos salariés pour faire d'AXA cette entreprise à la fois globale et locale? Mais AXA France, qui est la première société d'AXA dans le monde, c'est surtout une société qui est implantée dans les territoires. On a 3200 agents généraux, ce qui est considérable, 10 000 collaborateurs d'agence, et on a dans toutes les régions, bien évidemment, des collaborateurs qui s'engagent. Regardez, on a une association qui s'appelle AXA à tout cœur. L'an dernier, 8000 collaborateurs d'AXA se sont engagés pour 50 associations, dont beaucoup d'associations de handicapés. C'est ça. On a voulu, par exemple, prenons un autre exemple, on a soutenu très longtemps le Louvre, Versailles, dans de très beaux projets. Mais avec Stéphane Bern, l'an dernier, on a décidé de s'engager dans les territoires. Donc ce sont les agents et les collaborateurs qui votent pour des projets. Et on a alloué 500 000 € par an pendant 3 ans pour s'engager et valoriser des monuments, un vieux lavoir, une vieille église, etc., qui sont en souffrance dans le territoire. Et aujourd'hui, ça ne peut fonctionner que comme ça. Et on l'a vu avec la crise. On a vu que les gens aujourd'hui reviennent considérablement vers les territoires, veulent acheter local, etc. Et donc on s'est dit, on a eu raison de faire ça et on a raison de continuer à s'implanter et à se développer dans les territoires, notamment par les agents généraux. Il veut dire en tout cas que les agents généraux ont encore de l'avenir dans le réseau AXA. Oui, plus de digital, oui, mais on toujours du recrute physique. 200 par an. S'il y a des candidatures, je les prends. Je serai en bas, au fond là, de la salle. Alors, Axel Lemaire, merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est un sujet aussi qui va parler à Xavier Bertrand, à Nicolas Eric. Cette crise quand même que nous avons connue sanitaire a révélé aussi des fractures. Fractures justement numériques. Il y a ceux qui étaient bien chez eux, on va dire le haut débit fonctionnait très bien. Et puis il y avait une France dont vous avez justement beaucoup travaillé sur justement la ruralité, qui était certainement quelquefois moins connectée. Et ça a révélé quand même une fracture numérique, cette crise. Est-ce que vous êtes confiante? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou de mieux pour que justement, finalement, dans la République des territoires, tout le monde ait les mêmes chances de pouvoir créer, travailler, si on est en Hauts-de-France, qu'on puisse aussi bien travailler à Lille que dans le reste de la région de France, par exemple? Merci Jean-Christophe, bonjour à tous. Alors la crise, je ne pense pas qu'elle ait révélé la fracture numérique, parce que beaucoup l'ont constaté depuis plusieurs années. Il suffit de lire les rapports annuels du Défenseur des droits pour savoir que c'est un des thèmes de préoccupation les plus majeurs de nos concitoyens. Moi, j'en veux pour preuve le fait que quand j'étais membre du gouvernement, les 85% des courriers que je recevais de la part des individus, des particuliers, concernaient cette préoccupation de la fracture numérique, alors qui est à la fois vis-à-vis des infrastructures, le problème de l'accessibilité, de la connectivité, mais aussi des équipements, où là, ça révèle des inégalités sociales, et puis aussi l'accessibilité en termes de littératie numérique, la capacité à comprendre, à appréhender un environnement numérique, à utiliser les outils. Et je donne l'exemple de l'école. C'est bien de pouvoir basculer en ligne, de former les enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes dispenser leurs enseignements en ligne, mais si la connectivité n'est pas bonne, si les équipements ne sont pas au rendez-vous ou doivent être partagés entre toute la famille, et surtout si les enfants qui apprennent ne savent pas utiliser véritablement les outils, on voit bien tout le problème que ça implique. Donc la fracture numérique, elle est très 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 réelle. Je crois qu'encore aujourd'hui, malheureusement, même si elle a été révélée parce que le numérique est devenu un bien essentiel au même titre que l'eau, que l'énergie, que le logement, ça a beau être une technologie, on l'appréhende dans notre quotidien aujourd'hui comme un bien essentiel, commun, eh bien, ce n'est pas considéré comme tel dans les politiques publiques. Ce qui veut dire que la manière de traiter l'inclusion numérique reste accessoire, reste annexe. On doit tout dématérialiser, d'un côté, les services publics, et on ne fait pas une règle dérogatoire pour dire « oui, mais quid de ceux qui n'ont pas l'accès, oui, qui ne savent pas utiliser ». Donc on n'a même pas ces voies dérogatoires aujourd'hui dans un agenda de dématérialisation massive. Alors, pour les infrastructures, je suis moins inquiète, parce que les déploiements sont en cours et qu'à l'horizon de 2025 à peu près, on sait que la France sera un pays beaucoup mieux connecté, et voire plutôt dans les premières classes en Europe pour la qualité du débit. On n'y est pas encore, il y a encore des problèmes de zones blanches.
de zone grise, mais il n'empêche qu'il y a un vrai rattrapage par l'investissement dans les infrastructures qui a été fait ces dernières années. Mais pour ce qui concerne les équipements, et encore une fois, surtout la littératie numérique, j'ai beaucoup plus d'inquiétude. Et là, vous considérez que sur la question de l'inclusion numérique, vous croyez que c'est plus le rôle des régions, des collectivités locales, que finalement une sorte de volonté venant du gouvernement de dire voilà, on va faire mieux en inclusion numérique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les collectivités locales qui peuvent mieux faire. Ah mais j'en suis persuadée. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas de rôle à jouer. Et c'est l'ancien ministre qui le dit. Ah oui, mais parce que j'ai vu la difficulté d'agir d'en haut depuis un ministère à sec sans embarquer une dynamique locale. Parce que qui fait de l'inclusion sociale aujourd'hui? Ce sont les services publics locaux, ce sont les associations sur le terrain. Et ça suppose un traitement très particulier, très personnalisé. Il faut prendre en compte des circonstances liées à la situation de la personne qui sont complexes. Et ça, ce n'est pas un État par un ministère et des circulaires qui peut le faire. Donc il faut bien sûr qu'il y ait une stratégie nationale très ambitieuse, il faut qu'il y ait des financements qui soient au rendez-vous, il faut en faire une priorité des politiques publiques, mais ceux qui connaissent la réalité sociale et ceux qui peuvent créer, y compris avec les entreprises. Et on a entendu des très belles histoires autour de 42, par exemple, tout à l'heure. Ceux qui peuvent créer les dynamiques positives, ce sont les acteurs locaux. J'ai une question de joker, mais vous m'en voudrez pas, Axel. Et c'est une question aussi pour Xavier Bertrand. Je vous vois venir avec le joker. On parle beaucoup de la 5G depuis cette rentrée. Encore ce week-end, on parlait d'un moratoire à Lille, dans la région de Xavier Bertrand. Sur cette question de 5G, est-ce que vous pensez qu'on est totalement trop passionné? Est-ce qu'on prend le sujet du mauvais bout? Est-ce que ne pas développer la 5G va enlever de la compétitivité industrielle qui est certainement un enjeu très important pour la région de France? Peut-être votre réaction, Axel Le Maire, et puis ensuite on écoutera Xavier Bertrand sur ce sujet. D'abord, c'est très bien qu'il y ait un débat, enfin. Honnêtement, on aurait pu l'avoir il y a très longtemps, ce débat sur la 5G. Et il a été réservé aux experts pendant très longtemps. Et on découvre que c'est un sujet d'intérêt public aujourd'hui, alors même que les enchères sont attribuées aux opérateurs de télécommunications. Et ce que ça signifie, au-delà du fond, et on peut revenir sur le fond, ne serait-ce que dans la méthode, c'est que la dimension citoyenne de la gouvernance des technologies, lorsqu'elles sont introduites dans des politiques publiques, reste absente. Or, ce n'est pas anodin de commencer à utiliser, alors en l'occurrence, c'est uniquement un nouveau protocole, ce n'est pas non plus une révolution technologique comme ça peut être parfois présenté, la 5G, mais il n'empêche que ce n'est pas anodin et que ça suppose un débat public de qualité. C'est quand même la moindre des choses de la part des citoyens d'avoir le droit de se poser la question, est-ce que ça a des conséquences pour ma santé? En l'occurrence, moi, à titre personnel, pour avoir vu et lu beaucoup de rapports techniques sur le sujet, je ne le pense pas, mais je crois qu'on est en droit de poser la question. Et aussi, et je dirais même surtout, quel est l'impact environnemental du déploiement de ces nouvelles antennes? On n'a plus le droit d'être naïf sur le sujet de l'empreinte carbone des technologies numériques. 20% des déchets électroniques du monde, il y a un accroissement de 20% des déchets tous les 5 ans. À ce rythme-là, sachant que les usages, et notamment le streaming et la vidéo en ligne, explosent, lorsqu'on voit le niveau d'eau, d'énergie nécessaire à la production des équipements, et en particulier des smartphones, je pense qu'il est important de se poser ces questions avant qu'il ne soit trop tard, et donc de faire émerger les conditions d'un débat démocratique autour de l'enjeu du déploiement de la 5G. Ce n'est pas une tartufferie. Ce d'autant plus lorsque dans la méthode, le président de la République s'est engagé à respecter un moratoire, que finalement le gouvernement est revenu sur cet engagement, et donc il y a des élus locaux dont je trouve qu'il faut respecter aussi la position, s'engagent pour demander une pause, le temps du débat et le temps de l'appropriation citoyenne des enjeux. Je trouve que c'est pas anormal. Sur les antennes mobiles de manière générale, et notamment la 4G, il y a toute une gouvernance démocratique au niveau local qui est mise en œuvre pour permettre
le débat lorsque de nouvelles antennes sont construites dans une ville. Donc vous, Axel Le Maire, Il faut faire la même chose avec la 5G. Regardez dans le domaine de l'environnement, quand il y a un nouveau chantier, une nouvelle usine, toute cette expertise de la démocratie contributive et de l'intelligence collective qui sont déployées sur les thématiques environnementales. On ne fait absolument pas la même chose en matière technologique, on devrait. Donc Axel Le Maire, plus de démocratie participative dans les territoires, ça c'est en tous les cas votre conviction. Xavier Bertrand, le président de région Hauts-de-France, tout d'abord peut-être avant de parler de la 5G, vous allez nous dire quelle est votre réaction par rapport à la décision de Martine Aubry ce week-end, si vous êtes en ligne ou pas. D'abord peut-être juste un point sur cette question, la question du numérique, de la fracture numérique. Comment voilà, vous la vivez, les engagements que vous avez pris dans la région Hauts-de-France, et selon vous, certains disent que on doit décréter un état d'urgence numérique en France. Est-ce bien nécessaire? Axel Le Maire avait l'air de dire qu'on était quand même plutôt sur la bonne voie au niveau des infrastructures. Que reste-t-il à faire? À fibrer tout le territoire. Bon, tournons pas autour du pot. Moi, la 5G, je suis pour le déploiement. Parce que, encore une fois, je vois les usages, les nouveaux usages, bénéfices pour nous en tant qu'êtres humains, notamment sur la question de la santé. C'est un plus indéniable pour réaliser des interventions, pour améliorer la prise en charge de la santé, pour sauver des vies. Les usages pour l'entreprise, d'autres dans la salle que moi, seront encore beaucoup plus pertinents pour pouvoir expliquer les avancées. Donc très clairement, moi je suis pour le déploiement. La seule chose, c'est que c'est un sujet qui passe au-dessus de la tête de beaucoup de nos concitoyens parce qu'ils vous disent « Hé les cocos, vous êtes gentils là, la 5G, mais c'est quand la 3G chez moi? C'est quand la 4G ?» Et vous avez, un peu comme le disait Axel Le Maire à l'instant, un souci, c'est de faire recoller l'ensemble de la population au progrès en indiquant qu'il n'y en a pas certains qui font le trajet dans une voiture de course et les autres qui vont le faire dans un pouce-pouce. C'est ça le vrai sujet. Et donc, si vous voulez, encore une fois, recoller les morceaux dans un pays qui a singulièrement besoin de recoller les morceaux, il ne s'agit pas de freiner le développement de la 5G, mais il s'agit tout simplement d'accélérer le déploiement de la 3G et la 4G. Vous me demandez ce que l'on fait, on met des centaines de millions d'euros sur le sujet. Parce qu'on sera, je pense, l'une des premières, le Grand Est est bien en avance sur la question, mais en 2023, on aura 4 départements sur 5 qui seront complètement fibrés, et on en aura un 5e début 2024 au plus tard pour une partie du département de la Somme. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre qu'il y ait une fracture numérique et territoriale. On a vu notamment avec la crise du Covid et pas seulement le télétravail, il y a une façon aussi de se tourner vers un nouveau mode de développement dans notre pays, qui n'est pas seulement la question plus ou moins jacobin, plus ou moins de décentralisation, il faut beaucoup plus de décentralisation, mais c'est aussi la question comment on voit le développement du pays. Je pense que l'une des erreurs a été de mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire dans le panier des métropoles. Comme la 5G, moi je ne veux pas freiner les métropoles. J'ai besoin de locomotives sur le territoire. Mais la vraie question qui se pose, c'est comment un territoire arrive à entraîner l'ensemble du territoire et l'ensemble de la population. Moi j'ai des gens qui habitent dans le cœur de l'île, mais j'ai aussi des gens qui habitent à 15 km de Maubeuge, en milieu rural. Et bien vous savez quoi? Ils sont dans la même région. Et si j'ai des entrepreneurs à 20 km de Maubeuge, j'ai besoin aussi qu'ils soient dans le même développement économique. Même développement économique, entendons-nous. Euratechnologique est une pépite, notamment en matière de tech, c'est à Lille, d'accord. Mais j'ai aussi Euratechnologie qui essaime dans l'ensemble de la région. Et donc, moi, tout mon enjeu, c'est de mettre tout le monde dans le même train. Et que derrière ces belles locomotives, il y ait des wagons. Et pour ça, je crois qu'il y a un nouveau développement de notre pays qui doit se faire à partir des villes moyennes. Parce qu'à la différence des métropoles, les villes moyennes savent qu'elles ne sont pas assez grandes et elles ont besoin d'irriguer le territoire. Tiens d'ailleurs, c'est le seul ruissellement qui peut éventuellement marcher. Le reste, c'est de la flûte, mais ce ruissellement-là, il marche parce que les villes moyennes savent qu'elles ont besoin d'attirer très clairement l'activité économique et aussi qu'elles ne peuvent pas oublier le milieu rural qui en dépend. Donc vous voyez, 5G, ok, mais j'ai besoin de la 3G et de la 4G aussi. Merci Xavier Bertrand. Alors peut-être on va vous présenter un entrepreneur que vous connaissez peut-être ou pas. Il va nous parler peut-être de ses développements en Haute-France. C'est Nicolas Zard, le président et fondateur d'Inco. Voilà, ici on est dans le plus grand incubateur, on va dire, mondial, mais lui, son parti pris, ça a été de développer partout dans le monde des incubateurs avec un enjeu à impact environnemental et social. Mais tout d'abord, parce que beaucoup d'entrepreneurs nous regardent cet après-midi dans cet événement digital qu'on a souhaité ici maintenir en direct de Station F avec tous les auditeurs de Brut, de la Tribune et d'Europe 1. Nicolas, d'abord,
petite histoire, paraît-il que le projet de ton entreprise a démarré. Il faut toujours faire le tour, en tout cas de table d'éventuels actionnaires ou partenaires. Mais ça s'est passé dans le bureau de Claude Bébéar, ancien président d'AXA, où tu allais chercher un premier million d'euros. Donc, si tu pouvais donner quelques recettes, comment on peut capter 1 million d'euros aux entrepreneurs ici à Station F, ça va certainement aider beaucoup d'entrepreneurs ici à Station F. Oui, merci beaucoup. Bah, effectivement, quand j'ai créé Inco il y a quelques années maintenant, en sortie d'école, mon but c'était de créer le premier fonds à impact, le premier fonds fonds d'investissement, je précise, qui investissent dans des entreprises avec moitié des critères qui sont des critères financiers traditionnels et moitié des critères à impact social et environnemental. En gros, comment un business, comment une entreprise peut changer le monde et contribuer à la rendre plus inclusive et plus durable. Et le concept d'impact n'existait pas en France, enfin sous cette forme-là, donc c'était un peu compliqué. Alors moi j'ai mis un an et demi à galérer pour pouvoir trouver des fonds parce que les gens disaient bon vous êtes un peu trop jeune et puis vous connaissez pas grand-chose et puis l'impact, qu'est-ce que c'est finalement, nous on a la crise financière c'est bien plus important. Et j'ai croisé à une conférence Claude Bébéar qui parlait à la tribune et je l'ai attrapé à la sortie d'une conférence, vous voyez, un peu comme celle-là, comme quand l'intervenant descend, hop, et je lui ai dit, bah voilà, mon but c'est de créer ce fonds à impact. Donc j'avais même pas le droit de rentrer dans son bureau. Le but tout à l'heure, c'est que tous les entrepreneurs pourront aller voir Éric Lemaire à la place voilà. de Claude Bébéar. Et c'est extraordinaire comme quelqu'un comme lui qui est extrêmement visionnaire, qui n'avait plus de fonction exécutive chez AXA depuis longtemps, m'a dit mais ce que vous me racontez c'est ce que les jeunes veulent, c'est ce que les jeunes veulent créer, ils veulent construire ce genre d'entreprise, ils veulent du sens dans ce qu'ils font, je le vois de plus en plus, comment je peux vous aider? Et là je lui ai dit bah écoutez moi je cherche à lever quelques millions etc, 1 million ça serait bien, il m'a dit je vous en donne 2. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle, je suis reparti finalement avec 2 millions et du coup après l'aventure s'est lancée de cette manière-là. Alors toi Nicolas, ton rêve et ton projet que tu as mis en exécution, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent mais tu es un faiseur, ça a été justement de développer partout à la fois d'être, comme tu l'as rappelé, un fonds d'investissement qui justement entre avec des participations dans des entreprises du point de vue mondial. Aujourd'hui tu es sur presque tous les continents, l'Asie, l'Afrique, les États-Unis, mais à chaque fois en sélectionnant des entreprises qui ont un impact social et environnemental sur leur territoire. Ta religion, j'allais dire, Nicolas, toi, c'est à la fois, j'allais dire, Think Global, Act Local. Et comment tu es arrivé, parce que beaucoup s'interrogent toujours quand on démarre d'une entreprise avec cette volonté d'être globale, mais tu as toujours priorisé cette déclinaison d'être des entreprises qui soient vraiment intégrées dans les territoires et avec vraiment un impact local. Quelle est ta recette? Alors oui, effectivement, alors aujourd'hui, après 8 ans passés, on est dans 50 pays. On a investi dans plus de 100 entreprises à travers le monde. On a des incubateurs, on a une cinquantaine d'incubateurs. Du coup, on accompagne 600 entrepreneurs à impact à travers le monde, sur vraiment tous les continents. Et on fait de la formation aussi pour les gens qui sont éloignés de l'emploi et qui ont envie de participer à cette économie-là, parce qu'il n'y a pas que les entrepreneurs qui peuvent changer le monde, il y a aussi les individus. Et on forme plus de 25 000 personnes par an, chaque année, au métier de demain, etc. On fait beaucoup de choses aussi dans la santé, dans le domaine de la prévention. Et donc voilà, c'est cette histoire en tout cas des grandes métropoles dans lesquelles on a investi, on s'est développé, on ouvre aujourd'hui un pays tous les 3 mois, etc. Mais il y a quelques années, on s'est rendu compte que toutes les boîtes dans lesquelles on investissait, tous ceux qu'on accompagnait, qui sont généralement très jeunes, ceux qui marchaient, c'est ceux qui sont liés à des territoires, qui ont une empreinte locale forte. Et c'est pas des boîtes comme, j'allais dire, comme dans Station F, quoi. C'est pas les boîtes qui sont là pour avoir des multiples de 10, 20, 30, 100, 200, etc. On cherche pas le Google et le Facebook de demain. Nous, on cherche des boîtes qui créent de l'emploi en local, qui construisent une nouvelle économie, qui soit inclusive, qui soit durable, qui répondent aux grandes problématiques sociales auxquelles on est confronté. On cherche pas le multiple, on cherche pas à vendre le plus tôt possible. Bien évidemment, nos boîtes sont performantes, elles créent de l'emploi, mais on investit sur du long terme et on croit beaucoup à la notion de long terme et à la question de l'ancrage local. Donc moi, un entrepreneur qui vient me voir et qui me dit « Moi, j'ai mon territoire, je suis à Montreuil-sur-Mer, par exemple dans les Hauts-de-France, comme c'est le cas d'entrepreneurs qu'on peut soutenir. Je suis à Montreuil-sur-Mer, j'ai ce projet-là et moi, je veux me développer un peu plus. Et si déjà j'ai réussi à faire le département, c'est bien, mais je vais créer 20, 25 emplois, je vais permettre tel développement. Mais moi, je dis banco, c'est ça qui m'intéresse. Et moi, le but, c'est pas que, comme la plupart et beaucoup de fonds d'investissement, surtout dans la tech, de se dire,
bon, il y en a un qui réussira, et il y en aura 30 qui se planteront, mais on réussira à compenser, etc. Moi, je veux que les 30 réussissent, parce que les 30 ont des logiques territoriales qui sont très fortes et constituent des écosystèmes qui sont extrêmement importants. Et moi, je crois plus en ce modèle de développement. Nicolas, un message, on est beaucoup regardé cet après-midi. Quel est votre conseil? C'est-à-dire cette crise, elle va apporter aussi des opportunités pour les jeunes qui veulent se lancer. Ça va être une période difficile, mais dans ce monde à la fois peut-être avec des enjeux plus locaux, on parle de circuits courts, finalement les gens redécouvrent les territoires, cette dimension régionale comme vous dites. Quel serait le conseil que vous pourriez apporter à des jeunes qui ont envie de se lancer? Des jeunes qui ont envie de se lancer, il y en a énormément, et je le vois. Après, ce qui est vrai, je rejoins ce que disait le président de la région Hauts-de-France, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on a beaucoup investi dans les métropoles. C'est-à-dire les métropoles, c'est les locomotives, et donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis là-dedans. Et on passe quand même à côté d'une grande partie, et y compris de la jeunesse, de personnes qui n'habitent pas dans les métropoles, n'en font pas partie, ou quand elles y vont, c'est par dépit et c'est parce qu'il y a une obligation économique. Et en fait, on passe à côté de la moitié de notre jeunesse aujourd'hui qui, de facto, notamment les jeunes qui sont dans les territoires et les territoires ruraux, sont confinés. Même sans le confinement, ils sont déjà confinés d'une certaine manière. Et vous développez des incubateurs dans la ruralité. On incube et on forme ces jeunes-là pour leur dire, regardez, c'est possible de faire différemment. Vous avez des opportunités, il y a des choses qui existent. Et on va vous donner les moyens pour réussir. Et on le fait ensemble avec vous et avec la Tribune notamment dans l'Occitanie. On a lancé un incubateur sur la ruralité à Saint-Bertrand-de-Comminges dans les Pyrénées, où Axel a eu la gentillesse de venir d'ailleurs il y a quelques années. Donc on lance aujourd'hui des incubateurs. On s'est rendu compte que les incubateurs, on en a dans les grandes métropoles, on est dans 50 pays, et à un moment on s'est dit mais en fait on est dans 50 villes. Donc on est passé juste à côté de la moitié de l'humanité qui encore ne vit pas dans les villes mais vit dans les campagnes. Et donc aujourd'hui on investit massivement dans de la formation, dans de l'incubation de projets sur des territoires. Et l'idée c'est pas de leur dire vous allez devenir Mark Zuckerberg et vous allez conquérir le monde. C'est non, vous allez devenir le Mark Zuckerberg de votre collectivité, de là où vous êtes, et c'est faire réussir ces projets-là. Axel Lemaire, justement, Nicolas disait, il ne cherche pas nécessairement des entreprises où il va tirer un profit exponentiel. Il a dit quand même qu'il était à la fois rentable, que bien sûr, mais il était sur une stratégie. Moi, je me rappelle d'Emmanuel Macron en 2015. Vous étiez quand même ministre à ses côtés. Il avait dit, il y a 5 ans, qu'il espérait que les jeunes avaient envie de devenir milliardaires. Est-ce que finalement, 5 ans après, ça vous semble toujours d'époque, cette idée que finalement l'aspiration serait que les jeunes Français deviennent des milliardaires? Déjà, je suis un peu gênée par la démarche de parler au nom des jeunes. Ça peut être une aspiration toujours d'actualité à titre individuel. Vous croyez que c'est l'aspiration personnellement, que je générale? comprends pas trop, parce que c'est jamais ce qui m'a... Mais à titre collectif, comme projet collectif pour les jeunes en France, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la promesse, ça doit être celle de tous devenir millionnaires ou milliardaires. Non, c'est avoir un travail qui donne du sens, c'est-à-dire qui donne un sentiment d'utilité, avoir de quoi gagner sa vie et être dans un pays qui permet une vraie mobilité sociale, c'est-à-dire qui donne ses chances à tous. Et donc, oui, sans doute, la crise sanitaire et la crise sociale qui est encore devant nous passe par là. C'est plus compliqué aujourd'hui, je crois, de tenir ce type de discours. C'est le Programme alimentaire mondial de l'ONU qui a gagné le prix Nobel de la paix. C'est pas par hasard. C'est que je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même le temps de la lucidité par rapport aux années de faste d'il y a quelques années. On se rend compte que nous devons être solidairement responsables et que les seules aventures individuelles qui ont pu être célébrées dans le monde de la tech, eh bien, elles ne permettent pas de construire un monde meilleur. Xavier Bertrand, peut-être en réagissant à ce que nous disait il y a quelques instants Nicolas Hazard, que finalement il faut aujourd'hui ne pas penser que métropole, vous l'avez dit tout à l'heure. Lui, il fait le pari notamment d'investir et d'accompagner des jeunes entrepreneurs aussi qui sont dans la ruralité. Est-ce que là encore, on parlait de changer un peu le logiciel français, c'est-à-dire plus de décentralisation et peut-être également imaginer que l'avenir aussi est dans la ruralité ou dans le périurbain? On ne vous entend pas, Président.
Pardon, excusez-moi. Voilà, Excusez-moi. parfait. Oui, mais attention, ne tombons pas dans un autre travers. Il ne s'agissait pas de dire hier, l'avenir est dans les métropoles et demain, l'avenir n'est que dans les territoires ruraux. Si on ne cherche pas, encore une fois, à réconcilier, on ne s'en sortira pas dans un pays qui est déjà ravagé par de trop nombreuses fractures. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire on arrête tout dans les métropoles, on freine les métropoles, on les casse, mais de voir comment on peut faire. Je vais vous donner un exemple très, très concret. Et monsieur citait notamment Montreuil-sur-Mer, c'est un très bon exemple. C'est dans l'arrière-pays, enfin pas très loin de la côte d'Opale, mais c'est là où il y a tout un développement avec des commerces liés au tourisme, des restaurants, des hôtels, et aussi des activités liées à la tech. Vous savez, on a Euratechnologies qui est véritablement la locomotive de la tech dans la région. Sauf que le fondateur, l'initiateur d'Euratechnologies, c'était Pierre de Saint-Ignon, qui était le responsable des affaires économiques à la région, qui était mon challenger aux élections régionales. Et quand on a dépassé le côté politique, on s'est aperçu que c'était bien de travailler ensemble. On a décidé de faire l'essaimage d'Euratechnologies. C'est-à-dire qu'Euratechnologies ne reste pas dans la métropole, mais il y a eu aussi sur Saint-Quentin, sur le Lens, avec le Louvre-Lens, dans la dimension culturelle, et dans d'autres villes moyennes. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a tout un potentiel de développement. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut justement bâtir un développement au niveau régional. Et j'aimais bien ce que vous disiez tout à l'heure également, c'est qu'il ne s'agit pas d'oublier ce qui aujourd'hui fait défaut dans la société française. C'est la question de l'ascenseur social. Excusez-moi, ce terme a déjà été utilisé 1 million de fois, mais c'est ça. Nous sommes dans une société aujourd'hui où pour changer d'étage dans ce grand immeuble de la société française, il nous faudra 6 générations. Il n'y a que la Hongrie pour laquelle il faudra 7 générations. Que ce soit la tech, mais pas seulement la tech, c'est une façon d'accélérer les choses. Et le pire, c'est que la France n'a pas toujours été dans cette situation-là. Il y a eu des époques où ces perspectives étaient beaucoup plus importantes. Je pense que d'être entrepreneur, les perspectives qu'il peut y avoir en tant que salarié, la formation, la tech, tous ces leviers-là doivent être boostés parce qu'avant de devenir millionnaire ou milliardaire, tout simplement de former des projets d'avenir, ça doit être à la portée de chacun. Et ça doit être hyper concret. Et j'ai bien aimé justement les positions que vous avez développées, monsieur, parce que c'est du pratico-pratique. C'est pas hors de portée. Merci Xavier Bertrand. On va parler de l'Europe dans quelques instants, un sujet qui vous est cher, surtout quand on est en région Hauts-de-France. Mais tout d'abord, peut-être Axel Lemaire, Éric Lemaire, sur un sujet. Axel, vous êtes maintenant chez Roland Berger, vous avez une nouvelle vie après la politique et vous êtes heureuse. Vous êtes dans une position justement où vous voyez ces grandes transformations se produire, notamment dans les grandes entreprises. Cette question des territoires, comment vous voyez là quand vous échangez avec des grands patrons, des grands CEO, comment ils voient à la fois leurs ambitions mondiales et ce sentiment que cette crise à la fois sanitaire, économique nous révèle que voilà, la dimension locale, la dimension territoire n'est pas à négliger, qu'il faut peut-être revoir des organisations. On avait pensé que peut-être il fallait tout digitaliser et essayer à la fois de sortir le meilleur du digital et du physique. Quelle est votre vision de l'avenir pour nos entreprises françaises ? Je pense qu'on est à une période assez historique qui va demander des choix radicaux qui devront être soutenus très très fortement par les directeurs exécutifs des grandes entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté, face à la crise économique qui est réelle, une tentation toujours plus forte de réduire les coûts. Et la réduction de coûts et l'optimisation, elle passe notamment par la réduction des effectifs. Et dans ce combat-là, les territoires français ne sont pas forcément gagnants par rapport à une concurrence en Europe de l'Est, par exemple, ou plus loin encore en Asie. Et en même temps, ils se rendent compte que les grandes transformations nécessaires pour rendre notre tissu économique moins dépendant, et cette dépendance est très réelle, on l'a vu alors sur les ruptures de chaînes de production et de distribution de biens essentiels pendant la crise sanitaire, mais on le voit aussi dès qu'il y a un petit peu sursaut de relance de la consommation, ça se traduit en une augmentation des importations. Et donc, en fait, ce n'est pas le tissu productif français qui bénéficie des investissements aujourd'hui qui sont faits dans les entreprises. Et donc, pour dépasser cette économie, il faut que la transformation très, très profonde des entreprises pour une croissance plus verte, pour des modèles plus sobres, elle passe là aussi par des circuits courts et par une construction d'un tissu productif dans les économies locales. Mais du coup, ça suppose quand même de repenser
de manière assez radicale les modèles. Et je disais, on est à un moment historique parce que, oui, les dirigeants hésitent entre la tentation de la réduction de coûts qui permet de retrouver des marges à court terme, une forme de rentabilité face à une concurrence internationale qui est très réelle, et à cet investissement absolument nécessaire, mais de long terme, pour une transformation plus pérenne qui serait plus créatrice d'emplois dans des territoires. Donc, si je dis ça, c'est parce que je crois qu'à la fin, comme souvent, c'est une question de choix politico-stratégique à assumer et à porter très fortement. Axel Maire, également, Éric, dans ce que j'entends, dans ce qu'a dit Axel Le Maire à l'instant, mais aussi Xavier Bertrand, où on a le sentiment qu'il faut retrouver un récit national. Mais c'est valable aussi bien en France. Donc on a bien compris, Xavier Bertrand, de ne pas opposer, mais plutôt rassembler pour retrouver de la cohésion justement dans le pays. Ce récit national, comment aussi on essaie de le retrouver, quand ce n'est pas le cas, mais dans les entreprises, où aussi quelquefois, j'imagine, il y a peut-être la perte de quai de sens, l'envie de retrouver de la cohésion. C'est valable aussi bien, je dirais, dans le pays, mais aussi bien aussi dans une grande entreprise comme la vôtre. C'est quoi les ressorts justement pour retrouver de la cohésion? Les ressorts, c'est la fierté de faire son métier. Moi, je suis assureur. Souvent, quand je le dis, j'emporte pas un engouement particulier. Peut-être que Xavier me comprendra. Mais c'est faire son métier avec le plus de sincérité, d'engagement. Moi, j'estime qu'on fait un métier extraordinaire. La semaine dernière, notre président était dans cette région, dans le sud-est, terriblement dévastée. On n'avait jamais vu ça. Qu'une petite rivière qui fait à peine 10 mètres fasse un cratère à ce point-là. Et comme il y avait un agent général, AXA, dans une des communes, eh ben, il assurait pratiquement toute la commune. Et ça va être ça, ce qu'on attend de nous. C'est d'être capable, à ce moment-là, de faire notre métier, de régler le plus vite possible. On a fait des cartes de paiement de 5 000 € qu'on a tout de suite données aux gens. On a essayé de travailler le plus vite possible dans des conditions absolument épouvantables. Donc moi, j'estime que la fierté, pour une boîte comme AXA France, 15 000 personnes, 4 000 agents, c'est vraiment ça. C'est de se dire on doit quotidiennement faire un métier qui est un métier ancré dans le quotidien des uns et des autres. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Merci Éric. On va essayer, juste après justement, de parler de l'Europe. On a beaucoup de questions sur hashtag Partageons l'économie. Alors beaucoup de questions, à la fois pour les quatre, hein, du type pourquoi être président de la République quand on est, ça c'est pour vous Xavier Bertrand, quand on sait que président de région, est-ce qu'on peut faire quand on est chef de l'État? Ça, c'est une question de joker. Question pour Axel Le Maire sur est-ce que c'est facile la reconversion professionnelle de politique à l'entreprise? Question pour Éric Le Maire sur comment aujourd'hui, quels sont les dispositifs pour accompagner les startups? Nicolas Hazard, j'ai une question justement, on va parler de l'Europe. Nicolas Hazard, vous avez été nommé le 10 juillet dernier comme chargé de mission pour une mission auprès de la Commission européenne sur la question de l'économie sociale et solidaire. Alors, quand on parle des territoires, c'est vrai qu'on parle de suite, on parle des régions, on parle des villes, et vous voyez le réflexe qu'on ne parle pas de l'Europe. Vous avez accepté en tous les cas une mission pour mener un travail de fond. Vous allez nous en dire quel est le contenu de cette mission. J'ai envie de vous poser la question, c'est vrai que est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde un peu difficile, est-ce que l'avenir ça représente quelque chose pour la jeunesse et est-ce que c'est encore une opportunité pour la jeunesse qui nous écoute cet après-midi? Oui, exactement. Alors j'ai eu la chance de m'être vu confier cette mission qui est celle de rédiger un plan d'action pour l'économie sociale et environnementale en Europe, auprès de la présidente de la Commission européenne et du commissaire à l'emploi et au travail, effectivement, parce qu'en fait, on se rend compte que les problématiques qu'on a aujourd'hui en France, elles sont un peu partout en Europe. Enfin, là aujourd'hui, j'ai la chance de beaucoup voyager un peu, surtout dans les pays de l'Est, et je me rends compte que les problématiques, elles sont pareilles. Alors, elles ne se posent pas forcément de la même manière, mais en tout cas, il y a cette jeunesse qui a envie de faire des choses, qui a une conscience de l'environnement, des problématiques sociales, qui a envie de recréer un nouveau paradigme économique et un nouveau récit économique global. Et je pense qu'effectivement, autant je crois énormément au local et que les solutions, elles viendront du local aussi, mais je pense que
ça fait partie de notre identité européenne aussi, de donner une vision et un cap de ce que pourrait être et à quoi pourrait ressembler l'économie de demain, l'économie qu'on veut, et quelles sont les grandes perspectives voilà, qu'on peut dresser. Et donc c'est toujours agir sur les deux, d'un point de vue global et d'un point de vue local, le glocal, ce mélange-là qui est toujours absolument fondamental, où je pense que l'Europe peut être un facilitateur. L'Europe, elle a besoin d'une nouvelle identité, ça c'est mon opinion personnelle aussi, auprès notamment des citoyens. Et en même temps, elle peut être, parce qu'elle a des moyens, facilitateur pour les écosystèmes très très locaux d'agir et de développer et d'inventer des nouvelles solutions. Parce que le modèle économique, moi je ne crois pas au COP 21, au COP 22, au COP 23, tout ça, c'est des grands discours. Vous l'avez écrit. Et je l'ai écrit, effectivement, je n'y crois plus du tout, parce qu'en fait, à part juste démonétiser la parole politique, ça n'apporte pas grand-chose, parce qu'on voit que derrière les chiffres, notamment du réchauffement climatique, ça continue et même de plus belle. Mais en revanche, je pense que le changement, il va venir. Moi, je suis très positif et très optimiste, mais il viendra des initiatives locales, des personnes qui, à leur échelle, vont développer des solutions parce qu'elles existent à l'échelle des villages, à l'échelle des territoires, à l'échelle de la ruralité, des métropoles, enfin de partout, qu'on est tous acteurs et qu'on peut développer tout ça et que, mise bout à bout, c'est comme ça qu'on fera basculer le système et qu'on inventera une nouvelle économie plus inclusive et plus durable. Et en ça, l'État, l'Europe doit être un facilitateur pour ces acteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes mener cette révolution écologique, économique, sociale dont on a besoin. Xavier Bertrand, la région de France, c'est la région au cœur de l'Europe. Et pourtant, vous avez vu cette Europe se rétrécir avec le Brexit, avec tous ses impacts et ses incidences, avec bien sûr la question du Brexit. Mais je sais que la question de l'Europe, pour vous, est un enjeu important. En quoi, justement, essayer de sensibiliser les Français, les plus jeunes aussi qui nous regardent aujourd'hui, comme quoi le territoire aussi, c'est l'Europe et il faut savoir en parler avec peut-être un autre projet qui donne envie. Mais moi, je n'aurais pas l'Europe, je serais une bien plus petite région avec beaucoup moins de moyens. Je vous donnerai juste un exemple très concret. Le canal Seine-Nord-Europe qui va relier le bassin de la Seine au canal du Nord. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Nous avons réussi à obtenir le pilotage par les collectivités locales, donc la décentralisation. Mais vous savez quoi? J'aurais pas l'Europe, jamais il voit le jour. 2 milliards d'euros sur 5 milliards 3. Merci l'Europe. Et le problème aussi de la politique française, c'est plutôt que de taper sur la tête de l'Europe en disant « Ah, c'est de la faute de l'Europe ». Non, c'est grâce à l'Europe que beaucoup de projets se font. Et parfois, les complications que nous avons sont des complications franco-françaises. Je n'ai pas l'Europe aujourd'hui, je n'ai pas le même potentiel de développement. Et vous prenez ensuite un autre exemple, je rebondis sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Vous voulez marier économie-écologie? Alors, c'est la région des Hauts-de-France notamment qui est un choix évident parce que ce concept de troisième révolution industrielle, c'est justement ce mariage entre une révolution qui est industrielle, qui est à la fois numérique et décarbonée. Et ça, c'est aussi notre positionnement géographique au cœur de l'Europe qui est un formidable atout. Donc, vous le voyez, moi qui suis parfois râleur, exigeant, je reconnais aussi que l'Europe me donne aussi une possibilité de prolonger, d'amplifier les intérêts régionaux, et c'est la même chose pour la France. C'est aussi l'Europe qui permet très clairement de protéger les intérêts français, mais aussi de pouvoir les démultiplier. Et bien souvent, quand on dit c'est de la faute à l'Europe, non, c'est bien souvent de la faute des politiques qui n'ont pas su utiliser le ressort européen. Est-ce que d'après vous, justement, Xavier Bertrand, dans cette période difficile, et notamment on parle de relance économique dans les territoires, cette relance, elle se fait aussi par l'Europe, par les moyens qui ont été levés par la France. Est-ce qu'on ne le dit pas suffisamment, justement, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même clé dans les moyens que la France a pu aller chercher, comme ses autres pays voisins? Oui, les fameux 40 milliards d'euros qui sont dans les 100 milliards d'euros sont importants, mais je voudrais sauf faire attention à un point. On parle beaucoup de relance. La relance, c'est essentiel, c'est clé, mais c'est l'étape d'après. On a une première étape. Une première étape qui nous oblige aussi à ne pas être déconnectés de ce que ressentent nos concitoyens. La vague, la conséquence économique et sociale de cette crise sanitaire qui est loin d'être terminée, c'est du jamais vu. Quand tout le monde parle de 800 000 destructions d'emplois, ce n'est pas une statistique. On se met à hauteur d'hommes et de femmes pour voir ce que ça veut dire. Et donc, si on n'essaye pas, dans la période qui arrive tout de suite, avant la relance, de sauvegarder
de protéger, de soutenir, là vous avez un véritable risque de discrédit complet des décideurs et vous risquez d'ajouter justement une véritable crise sociale et sociétale à ce que nous avons connu. Donc il faut faire très attention quand on annonce des milliards, 40 milliards d'euros de la part de l'Europe, 100 milliards d'euros, les gens vous disent non mais cet argent, c'est vrai ou pas? C'est virtuel ou réel? Et moi qui ai un besoin de financement d'un projet, ou moi qui ai besoin justement de faire face à un problème précis, est-ce que vous êtes là? Et encore une fois, quand la politique n'est plus à hauteur d'hommes et de femmes, il n'y a aucune raison que les hommes et les femmes continuent à s'intéresser à la politique. Donc cette crise, nous allons la traverser. Cette crise, on la surmontera. Mais plus nous serons concrets, plus nous serons efficaces, plus nous serons capables justement de la traverser dans les meilleures conditions possibles. Mais ça va être très difficile. Mais encore une fois, je reste aussi entrepreneur dans l'âme. Je suis optimiste, mais il faut vraiment qu'on n'oublie pas l'impact qu'il y aura à hauteur d'hommes et de femmes. Merci Xavier Bertrand, ça sera le mot de la fin pour cette table ronde sur les territoires. Merci sous vos applaudissements. À très bientôt en région de France, cher président. On aura le plaisir, on viendra vous rendre visite avec Nicolas Hazard, Axel Lemaire, Éric Lemaire. On viendra vous voir. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous. Merci à vous trois également. On va, ce que j'ai dit Éric, c'est que je peux tout me permettre. Finalement, quand la pub est belle, eh bien, on peut la regarder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail d'AXA sur justement la prévention, on va regarder le hibou. Le hibou sur votre écran. Cet oiseau, dites pas y aller. Ah bah si, il fait non avec la tête. Il faut pas aller par là. Mais un aigle, ça dit pas non. C'est un hibou, papa. C'est un signe. Ça change la vie d'être prévenu. Chez AXA, nous alertons nos clients en cas de risques imminents. Merci, petit hibou. Voilà, bravo hibou. Bravo aussi parce que vous êtes 32 800 en direct. Vous pouvez vous applaudir en direct sur Brut, sur la tribune.fr pour cet événement digital. C'est vrai que vous êtes plus nombreux là, à celles et ceux qui nous suivent cet après-midi. Et puis on a bien entendu quelques invités ici présents à Station F, mais en respectant les conditions sanitaires. Bravo à ces 28 000 personnes qui nous suivent cet après-midi sur la tribune.fr et sur Brut. 2 minutes, on va encourager un entrepreneur qui va nous présenter son entreprise. Son entreprise s'appelle Banlieue Santé et j'appelle Abdelawi El Badawi. Bravo à vous. C'est à toi. Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors nous, ça fait longtemps qu'on ne prend plus l'ascenseur, on prend l'escalier. Donc on a parlé d'ascenseur social, nous c'est l'escalier qu'on prend. Je vais vous demander de retenir un chiffre, le chiffre 10. Vous retenez? Ok, super. Moi je suis infirmier de profession, j'ai créé Banlieue Santé. Donc Banlieue Santé, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui permet aujourd'hui de raccorder les patients au parcours de soins. Parce qu'aujourd'hui, la crise sociale, suite à une crise sanitaire, va s'accélérer et énormément de publics aujourd'hui en France et partout dans le monde n'auront plus accès aux soins. Et donc on a décidé de s'organiser depuis quelques années, nous en tant que professionnels de santé, de créer les dispositifs et les programmes qui permettent finalement de toucher les publics qui ont le plus besoin d'avoir accès à la santé. Et donc pourquoi je vous ai demandé de retenir le chiffre 10? Parce qu'en France, en 2020, c'est 10 ans de décalage d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre supérieur. Et ce n'est pas normal. Donc on a décidé d'agir dans ce sens. Mais aussi le chiffre 10, c'est qu'à la fin de l'année 2020, c'est 10 millions de pauvres en France. C'est pour ça qu'on a créé Banlieue Santé, parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin de nous engager auprès des plus fragiles. Et c'est notre travail aujourd'hui en tant que professionnel de santé de raccorder les patients au parcours de soins, de créer les solutions d'inclusion sociale et médicale qui soient adaptées à ces publics-là, parce que souvent, on crée des soi-disant innovations, mais on n'est pas sur le terrain, alors que nous sommes sur le terrain et nous sommes en capacité de créer les solutions. Et c'est ce que je dis à tous les bénéficiaires, mais aussi à tous les collaborateurs et collaboratrices de mes équipes, c'est vous êtes les solutions de vos problèmes. Merci à vous.